Proche-Orient, il n'y a pas que les feuilles mortes qui se ramassent à l'appel en automne. Il y a aussi des espoirs d'indépendance, d'autres diront de survie des Kurdes syriens, pris en étau entre la Syrie d'Assad et la Turquie d'Erdogan. Et dans le rôle de l'arbitre, la Russie de Poutine. Les soldats américains, eux, quittent le nord de la Syrie et se redéploient vers l'Irak voisin. Autrefois accueillis en héros, ils quittent la zone sous les jets de pierres et de tomates. Ou comment un conflit pourrait malgré lui permettre à certaines cellules de Daesh de fuir leur prison, de se recomposer et de frapper à nouveau. En Syrie, mais surtout en Europe. Nous en parlerons longuement dans un instant. Et puis, ne manquez pas un reportage exceptionnel dans ce nouveau numéro de Défense, où comment, en Chine, le Kung-Fu est en passe d'être remplacé par le Krav Maga made in Israël. Et on commence donc par la Turquie, qui a annoncé qu'elle ne reprendrait pas son offensive militaire contre les forces kurdes, conformément à l'accord arraché il y a 5 jours par le vice-président américain Mike Pence en visite en Turquie. On écoute à ce sujet justement le ministre des Affaires étrangères russe et le président syrien Bachar al-Assad. À partir de midi, le 23 octobre, les terroristes du YPG disposeront de 150 heures pour s'éloigner de 30 km. Leurs fortifications et leurs positions seront détruites. Au bout de ce délai, à l'ouest et à l'est de la zone de l'opération Source de paix, les patrouilles conjointes turques et russes opéreront. Tous les terroristes du YPG à Tel Rifat et Manbij seront délogés de cette zone avec leurs armes. Nous avions dit que nous étions prêts à soutenir tout groupe qui mènerait une résistance populaire face à l'agression turque. Ce n'est pas une décision politique, mais un devoir constitutionnel et national. Et on retrouve depuis Erbil dans la province du Kurdistan irakien notre envoyé spécial, Maël Benoliel. C'est clair, Maël, le rêve d'autonomie des Kurdes syriens s'envole après la rencontre Erdogan-Poutine. Oui, il aura fallu près de 6 heures de négociations pour que les présidents russes et turcs se mettent finalement d'accord sur un retrait des forces kurdes du nord-est de la Syrie, prenant donc le contrôle de facto d'une grande partie de cette zone frontalière. Des patrouilles militaires russes et syriennes seront dans un premier temps déployées dans les secteurs de la bande frontalière, dans cette zone où l'armée turque a déclenché le 9 octobre dernier son opération militaire. L'objectif, faciliter le retrait des forces kurdes et leur désarmement. Et puis dans un second temps, ce sont des patrouilles russo-turques qui seront cette fois déployées. Ces accords mettent donc fin officiellement à l'opération militaire turque. Les combattants kurdes vont donc devoir se retirer des zones bordant la frontière syro-turque. Ce que souhaitait absolument Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Il n'y aura plus de combattants kurdes sur près de 120 km de distance le long de la frontière. Les forces kurdes vont aussi devoir se retirer de certaines villes frontalières à l'image de Manbij. Cet accord est évidemment synonyme de victoire pour la Turquie, mais aussi pour la Russie qui s'impose comme le nouveau maître à bord après le départ des troupes américaines. Plutôt une bonne nouvelle pour le régime syrien et Bachar al-Assad qui a répété à de nombreuses reprises qu'il rétablirait au final le contrôle de son gouvernement sur l'ensemble de son territoire. Les grands perdants sont donc les Kurdes syriens qui devraient donc perdre à terme le contrôle administratif du nord-est de la Syrie et par conséquent leur autonomie dans cette région. Merci Ben Benoliel sur place depuis Erbil en Irak. Alors docteur Yossi Mancharov, vous êtes notre premier invité. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur au JISS, l'Institut de Jérusalem sur la stratégie et la sécurité, et surtout spécialiste de l'Iran. J'aimerais vous montrer une image, si vous voulez. Tout sourire, Recep Tayyip Erdogan et à Sochi, aux côtés de son hôte Vladimir Poutine. Les deux sont très souriants. Docteur Mancharov, est-ce qu'on assiste là aux portes d'Israël, à la frontière entre la Turquie et la Syrie, à un changement dramatique des forces en présence ? Oui, il faut d'abord se rappeler que ce rapport triangulaire Iran-Russie, Turquie, est-ce que ces ententes se font aux dépens de l'influence iranienne en Syrie? Parce que l'on sait qu'il y a une rivalité entre l'Iran et la Russie. Il faut voir s'il y a effectivement une réciprocité entre l'Iran et la Russie qui influence les forces Quds, qui influence les rapports de force. Mais il faut voir donc et vérifier ce rapport triangulaire. Avant de s'envoler en Turquie et en Russie, pardon, Erdogan a demandé à l'ayatollah Khamenei, je le cite, de calmer les ardeurs iraniennes. De quoi parle-t-il ?
Et pour bien comprendre ces choses-là, il faut comprendre le délicat équilibre qu'il existe entre Téhéran et Ankara. Malgré leur rivalité sur l'influence régionale, la Turquie a un poids stratégique sur l'imposition des sanctions contre l'Iran, notamment concernant le système bancaire. Et c'est la raison pour laquelle Erdogan dit à mots ouverts à Khamenei qui lui demande de calmer les ardeurs parce que justement la Turquie a un poids de taille concernant les sanctions contre l'Iran. Docteur Mancharov, lorsque les Kurdes syriens demandent à Assad de les protéger, finalement, ils les invitent avec Bachar al-Assad, les milices pro-iraniennes, à la frontière turque, alors qu'elles n'étaient pas jusqu'à présent. Est-ce qu'Israël, clairement, doit s'en inquiéter ? Bien sûr, à partir du moment où il y a une vacance, un vide laissé par les Américains, eh bien cela élargit l'influence des milices pro-iraniennes. Mais, je le rappelle, la tension qu'il y a entre l'Iran et la Russie existe, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est la raison pour laquelle Israël doit déployer toute son influence auprès de Moscou pour calmer justement les ardeurs de l'Iran et éloigner les Iraniens de la Syrie. Et c'est une épreuve stratégique pour Jérusalem concernant le dialogue sécuritaire qu'il entretient avec Moscou. Ça veut dire qu'on s'est tous trompés finalement, qui est le bloc, on pensait à une guerre entre le bloc sunnite contre le bloc chiite, en clair, la Turquie, les frères musulmans, contre la Syrie et les milices pro-iraniennes. On s'est trompé, il est encore trop tôt pour en parler ? Nous voyons qu'il est effectivement prématuré parce que le bloc sunnite est conduit par l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite ne peut rien faire sans le soutien de Washington et on voit bien que les États-Unis ont finalement très peu réagi à l'attaque iranienne contre les sites pétroliers saoudiens. L'Arabie saoudite semble ne pas obtenir ce soutien de Washington. Et puis, l'Iran agit de manière intelligente. Elle finance des milices sunnites syriennes pour lutter alors qu'elles étaient financées, ces organisations, par l'Occident précédemment. Ça veut dire clairement, docteur Mancharov, qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'on peut tout acheter avec $1 ? La plupart des milices qui agissent en Syrie sont des missionnaires, entre guillemets. Sur le terrain, ils vont au plus offrant. Ils peuvent agir en Syrie, ils peuvent agir contre Israël, ils peuvent agir en Irak. La question, c'est de savoir si les milices sunnites sont prêtes à déserter leur propre camp en échange de sommes d'argent importantes. Et depuis la révolution islamique, c'est la première fois que l'Iran attaque directement l'Arabie saoudite. Donc la réponse est oui. Finalement, dans ce jeu de géopolitique qui est en train de se dessiner entre milices chiites, les blocs sunnites, tout le monde est achetable. Nous voyons effectivement des intérêts économiques. Prenez par exemple Al-Qaïda, qui était disposé à oublier le clivage sunnite-chiite pour perpétrer des attentats anti-occidentaux, que ce soit aux États-Unis ou en Arabie saoudite. L'argent est un élément fondamental. Et évidemment, les intérêts majeurs de ces deux blocs, c'est évidemment leur ennemi commun, à savoir l'Occident et Israël. Dernière question, docteur Mancharov, puisque c'est intéressant, au vu de ce qui est en train de se passer entre la Turquie et la Syrie, est-ce que l'Iran pourrait profiter justement de cette situation pour détourner l'attention et appuyer justement sur le bouton « attaquer frontalement Israël » ? C'est une excellente question. Je crois que, pour l'instant, les Iraniens sont sous le coup de la dissuasion israélienne.
parce que vous voyez bien qu'Israël attaque frontalement les milices pro-iraniennes, que ce soit en Irak ou en Syrie. Les Iraniens savaient parfaitement qu'Israël planifiait ce type d'attaque et pourtant il n'y a eu aucune riposte, aucune attaque, parce que précisément les Iraniens sont dissuadés de le faire. Je pense que les Iraniens pourraient attaquer effectivement Israël, mais de manière très ponctuelle, pas d'attentat d'envergure ou d'attentat stratégique contre Israël, parce que la riposte serait foudroyante. Merci beaucoup, Dr Moncharov. Vous reviendrez pour nous parler justement de ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de l'Iran. On revient dans la région, plus exactement en Israël, pour vous présenter le nouvel outil de transport des unités commando et tactiques des gardes frontières israéliens, le Easy Rider, une sorte de trottinette tout-terrain. Regardez, juste avant, j'avais oublié, puisque c'est normal, de remercier Cyril Amar pour l'interprétation et la traduction des propos du docteur Moncharov. Merci à lui. Offrir une solution tactique et permettre une intervention rapide pour localiser et arrêter des suspects. Voici l'objectif de ce véhicule, le Easy Rider. De confection civile, il a été adapté à des besoins sécuritaires pour une unité commando de la police des frontières. Ce que nous voyons derrière nous, ce sont les hommes de l'unité Méthylane, responsables des embuscades, observations et mouvements. Une partie de leur expertise, c'est d'arriver le plus rapidement sur place et de se camoufler. Un véhicule tout-terrain, capable, selon cet officier, de franchir tous les obstacles. Région montagneuse, rocailleuse, sablonneuse. Il a même été testé avec succès dans un tunnel ferroviaire en cas d'attaque complexe. D'autres unités au sein des gardes frontières utilisent ce véhicule. Je peux confirmer que le Yamam, l'unité d'élite antiterroriste de la police, l'utilise déjà sur le terrain. Mais la division tactique est la première et la seule unité sécuritaire au monde à disposer de ce moyen de transport spécial. Il peut rentrer à l'intérieur des tunnels du Hamas. Nous ne l'avons pas encore essayé dans les tunnels, mais oui, je confirme qu'il peut le faire et donner une réponse rapide pour une intervention rapide de nos hommes à l'intérieur. Cet outil de transport aurait déjà permis des arrestations de terroristes et de criminels recherchés. Mais secret professionnel oblige, nous n'en saurons pas davantage. Comme vous pouvez le voir, il est particulièrement difficile de rester en équilibre sur cet appareil, ce que l'on appelle le Easy Rider, le seul outil opérationnel et tactique capable de répondre aux menaces terroristes et criminelles en Israël et dans le monde au service de la police israélienne. On se tient prêt pour arrêter un vendeur d'armes illégales. Tu surveilles nos arrières. Toi et lui, vous surveillez devant nous, tout en observant les lieux. On est tous en position couchée. À partir du moment où vous entendez « action », on se lève, on monte sur les véhicules et on se rend sur place, ok ? Et son utilité est multiple sur le terrain. Transporter des tireurs d'élite, des unités d'observation, sans oublier bien sûr de permettre aux combattants d'aller au contact de l'ennemi. Je n'ai pas de doute sur le fait que ce type de véhicule est un exemple, tant pour la police israélienne que pour l'armée israélienne, et que pour d'autres unités, sur nos capacités et sur les différents scénarios auxquels nous devons faire face. Une manière de conserver une doctrine sécuritaire qui a fait ses preuves sur le terrain, sans jamais oublier de chercher à la moderniser. Allez, on se rend en France à présent avec vous, Océane Nicole, bonjour, bonsoir. Révélation inquiétante. Depuis l'attaque à la préfecture de Paris, et bien, le 3 octobre dernier, une attaque perpétrée par un employé de cette même préfecture. Les signalements pour radicalisation chez les fonctionnaires de police se multiplient. C'est dangereux parce qu'on parle d'une vingtaine de signalements aujourd'hui. Exactement, Mathias. Ce sont même 27 fonctionnaires précisément de la préfecture de police de Paris qui ont donc été signalés pour radicalisation et parmi eux, 3 font même l'objet de demandes de suspension. Alors ces fonctionnaires signalés, eh bien, ce sont principalement des hommes de tout grade confondu. Il y a des gardiens de la paix et même des officiers. Alors ces signalements, ce sont le résultat d'une enquête menée par la préfecture de police de Paris après donc cette attaque le 3 octobre dernier. On rappelle que c'était un informaticien qui s'était converti à l'islam et qui a donc tué 4 de ses collègues. Alors dans cette enquête, eh bien, le préfet, vous allez le voir, avait
avait encouragé ses directeurs de service à signaler à leur hiérarchie toute détection de signes possibles de radicalisation islamiste, que ce soit le changement physique, vestimentaire, alimentaire ou même le refus de serrer la main à du personnel féminin par exemple. Et cette enquête de la préfecture de police de Paris nous montre, Mathias, et confirme que les signalements pour radicalisation dans la police ont atteint des records en France. Ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est que des poches ou des cellules dormantes pourraient passer à l'action, d'autant plus lorsqu'on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a eu à cause de ce conflit entre la Turquie et la Syrie, des poches de Daesh pourraient se retrouver complètement dans la nature et finalement se recomposer et passer à l'action. Et donc là, au même moment, hasard du calendrier ou pas, Océane, il y a cette enquête concernant l'attentat du 13 novembre, perpétré par d'anciens de Daesh en Syrie et en Irak, qui se termine. Que sait-on ? Oui, exactement. Elle s'est terminée après, donc 4 ans après, Mathias, presque, quasi jour pour jour, de ces attentats du 13 novembre 2015. Alors, ce qu'on sait, c'est que 14 personnes au total ont été mises en examen. Elles sont soupçonnées d'avoir pris part de près ou de loin à ces attaques. Parmi elles, 11 personnes sont d'ailleurs en détention provisoire. Alors, la personne la plus connue, c'est évidemment Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des 3 commandos djihadistes qui ont donc perpétré ces attaques le 13 novembre 2015. Et lui, Salah Abdeslam, il est incarcéré en France. Il y a aussi Mohamed Abrini qui, lui, est incarcéré cette fois en Belgique. On se souvient, c'était l'homme au chapeau, notamment lors de l'attentat de l'aéroport de Bruxelles le 22 mars 2016. Et lui, Mohamed Abrini, il est soupçonné d'avoir accompagné en région parisienne, notamment les équipes qui ont commis les attentats de novembre 2015. Alors, on ne va pas tous les citer, Mathias. Il y a donc 14 personnes, mais à noter que parmi ces 14 personnes, 6 suspects ont été identifiés par les enquêteurs et eux se trouveraient toujours en territoire irako-syrien. Merci Océane. Nicole, de nous avoir informés, en tout cas nouvelle pas forcément rassurante dans Défense. Le système de protection des blindés israéliens, le Trophy en hébreu, le Meir Roar, vient d'être vendu à l'armée américaine. Lizmen Kemoun vous en dit plus. Trophy, en hébreu, Meir Roar, est un système militaire de protection active des véhicules blindés. Il a été conçu en Israël par Leonardo DRS et Rafael Advanced Systems et testé avec succès par Tsahal depuis 2011. Après plus de 4000 tests sur le terrain et quelques 500 000 heures de fonctionnement, le système est prêt aujourd'hui pour une production en série. Une telle réussite qu'il vient d'être livré aux Américains et sera donc opérationnel pour commencer sur les principaux chars de combat Abrams de l'armée américaine. À terme, il équipera 4 brigades de chars US, dont ceux qui accompagnent les Marines lors de leur déploiement au sol. Le Trophy détecte, intercepte et détruit les missiles entrants, les roquettes et les munitions qui visent les chars, avec une explosion semblable à celle d'un fusil de chasse. Son objectif principal est de compléter l'armure des blindés, qu'ils soient légers ou lourds. Il a été testé sur le terrain en 2014 lors de l'opération Bordure Protectrice. Et il est actuellement installé sur les chars Merkava 3 et 4 et les transporteurs de troupes de type Namer. Les sous-systèmes de détection et d'alerte sont constitués d'un certain nombre de capteurs, d'un radar de recherche et de 4 panneaux d'antennes montés autour du véhicule pour assurer une protection complète dans toutes les directions. Trophy a prouvé sa valeur par de nombreuses interceptions sans blesser les équipages. Un système qui fonctionne à 360 degrés, se recharge rapidement et assure une meilleure tranquillité d'esprit aux combattants, une spécialité Made in Israël qui séduit déjà l'armée allemande et pourrait équiper prochainement les chars Léopard 2. Allez, on ouvre une page exceptionnelle consacrée à un début de révolution des sports de combat en Chine. Le traditionnel kung-fu est en passe d'être remplacé par les techniques de self-défense israélienne, le Krav Maga. Quand le style direct du combat rapproché séduit les fondateurs d'art martial ancestral. C'est un reportage exclusif tourné pour Défense et signé Itik Xi que nous retrouvons juste après. שלום לצופים, כאן איציק הסיני מבייג'ינג, ומה שאתם רואים עכשיו מאחורי הגב שלי זה בחינת הסמכה של קרב מגע. קרב מגע בסין. שלום, 大家好，我叫郭小雨，今年39岁，我呢是国际马家术联盟 IKMF 在中国区的一名官方正式教官。由13年11月份，我在北京开始开班授课，6年多的时间，我这边已经发展了大概有1000个左右的学员。
我们的这个训练馆里头有将近40%的女生，她既可以锻炼身体，很多女孩子喜欢减肥，她也能消耗很多的热量，还能够学会一些自我防卫和保护自己的方法。我成为这个马术教官已经6年的时间了，我们有50多人报名，最后筛选了20多人进入到这个准教官的队伍进行培训，最终有10几个成功的成为了这个中国的第一批教官。当时我们第一批的教官的训练的经历是非常艰苦的，我们在南方的一个警院，然后封闭了20多天，我每天8到10个小时高强度的训练。在最后几天的时候，我的这个腰就不幸的受伤了，然后当时就很沮丧，因为马上就要坚持到最后了，但是受伤了。但是最后我通过那么1、2天的调理吧，决定还是最后的奋力一搏。我去的时候和最后一天啊，那我掉了8公斤的体重整整。当然，对于犹太人来说，我觉得，相对来说啊，就是给我感觉跟中国人不太一样的是，他们更喜欢就直接的去面对问题啊。中国人相对来说，我要阐述一个问题，可能不太好意思，可能会比较含蓄。对于他们来说，更容易直接的切入主题，所以我觉得这也是提高沟通效率的一些方法。这点我也学到了很多。从这点来说，因为马家术就是很直接的啊。我们有一个教官说过，其实马家术你也指望它像电影大片一样打得多绚丽是不现实的。他的原话是马家术很丑陋的，为什么丑陋？因为它很直接的东西。如果我一个人去掐入我的喉咙，我抠他的眼睛，他又能松手的话，我为什么还要做很花里胡哨的一些反关节啊、很复杂的动作？所以马家术的理念体现了犹太人的一种精神和智慧。在我看来啊，武术更多的是教给你一个智慧。你练习完一个格斗术，你会更容易去克制你的脾气啊，因为你知道你的这个拳会产生什么样的后果。你的学员也是经常跟我说，老师，我这个自从练了这个之后，我可能感觉这脾气变好了，出去之后可能不再去跟人去斗气啊，感觉到凡事都想开了。我觉得这个东西特别好，因为对于武术来说，尤其是马家术来说，它教你的是规避风险，而不是让你去以暴制暴、好勇斗狠啊。所以这点是应该的。Et nous rejoignons depuis Pékin Itzik Xi, de son prénom en chinois. Itzik, bonsoir. Alors, vous signez ce reportage sur la pratique du Krav Maga en Chine. Est-ce que ça veut dire concrètement que les Chinois n'ont plus rien à faire du Kung Fu? Tout d'abord, le Krav Maga a commencé il y a quelques années avant de devenir populaire en Chine, et en particulier dans les grandes villes, Beijing, Shanghai, Shenzhen et autres, où vivent au-delà de 20 à 30 millions d'habitants. C'est quelque chose de relativement nouveau du point de vue de l'entraînement, des méthodes de riposte et de pensée. Il y a une logique différente derrière cette technique. Alors par rapport au Kung Fu, c'est quelque chose que les Chinois préfèrent aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus riche, plus viril, plus efficace. Par contre, le Kung-Fu, lui, a une longue histoire. C'est un art martial que les gens estiment et apprécient encore. Mais dans les faits, comme les gens préfèrent aujourd'hui des choses plus directes, ils veulent aller directement au but. Le Kung-Fu est un art martial plus tourné vers l'entraînement du corps. Et la logique, c'est de dissuader, d'éviter une attaque, que les gens s'approchent et disent « Ok, ok ». Et c'est là la différence. Est-ce que ça veut dire que demain, peut-être que le Krav Maga va être enseigné dans l'armée chinoise? Fort probable, tout à fait possible, car en vérité, de ce que je sais, ce n'est pas vraiment enseigné dans l'armée chinoise. C'est utilisé dans la police et d'autres organismes de ce type, où l'objectif est de se protéger. Par exemple, les banques ont des équipes de vigiles formées par des entraîneurs chinois, et dans l'armée, cela viendra peut-être un jour, parce que c'est extrêmement efficace. Et si c'est efficace pour l'armée, alors pourquoi pas? Itzik, alors de manière plus large, parce qu'on a parlé du Krav Maga, on a parlé de la police, de l'armée, est-ce que aujourd'hui la Chine se sert des techniques de contre-terrorisme israélien pour lutter contre la terreur interne, notamment celle des Ouïghours?
Tout d'abord, tous les Ouïghours ne sont pas des terroristes. Il y a juste une petite partie à qui on fait un lavage de cerveau et qu'on a installé en Asie orientale. Certains ont même rejoint Daesh. Alors bien entendu, ce ne sont pas tous les Ouïghours, mais d'un autre côté, la Chine a besoin d'apprendre d'Israël les techniques de lutte antiterroriste parce que le terrorisme est l'ennemi du monde entier et lorsque l'on comprend qu'il faut lutter contre et le stopper, alors il faut bien entendu acquérir les connaissances et l'expérience israélienne. Dernière question, Itzik, c'est très intéressant ce que vous dites. Et de manière plus large, le rôle d'Israël. On sait qu'il y a un véritable conflit entre les États-Unis et la Chine, conflit diplomatique, conflit économique. Est-ce qu'Israël a sa place? Est-ce qu'Israël peut jouer finalement un rôle dans ces domaines-là, diplomatiques et surtout économiques? Je pense effectivement qu'Israël a un rôle à jouer. Tout d'abord, il faut comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, d'un point de vue économique, la Chine est le numéro 2 mondial, les États-Unis le numéro 1, et bien entendu que l'on ressent la pression. Mais il semble que les Américains ne comprennent pas vraiment la logique des Chinois. Il est possible qu'un jour nous devenions numéro 1, mais nous ne voulons pas pour autant devenir le gendarme du monde. Nous souhaitons garder le calme avec tous nos amis et avec Israël aussi, évidemment. Les Israéliens alliés des États-Unis peuvent nous aider à communiquer avec les Américains pour qu'ils nous comprennent un peu plus. Ce serait génial. Et à part ça, ce que peut apporter Israël, c'est beaucoup plus de créativité, d'intelligence. Nous autres, les Chinois, pensons que les Israéliens, et en particulier les Juifs, eh bien, sont les plus intelligents du monde. Et il est certain que parmi 6,5 millions de Juifs israéliens, il y a bien entendu des idées pour régler les problèmes. En fin de compte, ce que nous voulons, c'est la paix. Beaucoup de coopération et avec Israël, cela se passe bien et nous voulons aussi coopérer avec les États-Unis. Alors pour être tout à fait franc, Itzik, je pratique moi-même du Krav Maga, vous venez de l'apprendre. La prochaine fois, la prochaine interview, on la fait sur un ring, vous et moi, si vous le souhaitez. Aucun problème, laissez-moi juste m'entraîner. Toda rabba, Sheshe Itzik. Bye bye. Voilà, bien évidemment, tout dans la paix et dans le respect l'un de l'autre. Ce numéro de défense est terminé. Merci, comme d'habitude, mon équipe qui a su la réaliser, Livsman Kemoun et Tara Kakon, d'avoir été avec nous. À très bientôt.